Soudain apparut le danseur, dans sa tunique de soie blanche gancée de noir, chaussé de sandales blanches. Alors il s'assit en face du public, les deux sangs, absolument immobile, absolument silencieux, absolument présent. Lové, ramassé, au pied du monde et de Dieu. Dieu ne souhaite plus voir sa danse. Ainsi, il se tait et rit, tandis que les constellations dansent autour de lui. Dans son corps, son ombre, son reflet et son nom, Nijinsky. Le visage tourné vers la fenêtre, assis dans le fauteuil, il se gratte jusqu'au sang le pouce avec l'index. Derrière la fenêtre, le parc. Certains y marchent, certains y parlent, une infirmière au bras ou une visite. Ils reposent dans le fauteuil à oreilles, pieds l'un contre l'autre sur le silence du tapis. Le silence lui fait du bien, retiré en lui-même. Partout, on mémoire la musculature au lieu de dépôt des expériences innommées. Il construit ce solo de 30 années. Il rencontrerait celui qui n'a jamais cessé de danser, la constance de ce corps dans son splendide isolement ici, au-delà de la communication. Il a accepté le déséquilibre. Ne me touchez pas. Tout se joue tandis qu'il s'assoit, la légende se lève, de bouche à oreille, de corps à corps, de souvenirs en mémoire, des déchiffrements, la rumeur. Nijinsky, reconstruit par les autres, ceux qui le dansent, ceux qui l'étudient, ceux qui l'écrivent, ces flux vitaux entre lui et le reste du monde, entre lui et le reste du temps. Le reste du temps, il reste parfaitement immobile. Leurs anagrammes, retrouver l'Allemagne, tordre cette langue et l'enfance, autorité, nazisme, trahison, langue viol, ennemi intérieur. Mais pour supporter le réel, Unica doit Hans doit Unica. Chacun à sa lisière, l'abîme au bord du cœur. La 42e piste. Sur la table de montage, rebattre les 3 mêmes cartes. Sur la table des montages, écrire bout à bout, écrire l'une sur l'autre, écrire bord à bord des débuts, des fins, des intervalles. Une femme tenant un verre. L'enfant et son vélo. L'homme boutonnant sa chemise. Ève, Tom et Piotr, les surprises de l'écriture. 3 personnages prennent position. Des images prennent position, s'entraînent, s'emparent de l'écriture en tous sens. Une multitude de points de vue, de visions. Des tentatives de montage et remontage du temps, montage et remontage d'un monde qui se démonte. Une seule limite, l'imagination. Disparaître maintenant, fatiguée de vivre au milieu des serpents, et elle continuera de dormir sans père, sans mère, sans amant, sans enfant, enfin décidée, fille de feu à traverser les flammes, et fin de l'épuisement à boucher les blancs de la vie, et sur la page, le lait versé dans 2 verres, 2 enfants à nourrir, sans argent, dans le froid, préparer le goûter, et la lente montée dans l'escalier, la main déjà dans l'ombre, le lait, onde ronde à chaque marche, et les phrases brisées, et les verres de lait éclairés de l'intérieur instable, et ce satané froid submerge tout, et les échecs, et la vanité, et l'indolence, tout ce qui se trame sous les paupières, les mains déposent les verres, et redescendre les marches jusqu'à la cuisine, refermer la porte, les fissures, les fentes, les jointures, et poser la tête au chaud dans le four gaz allumé, ventre plein de somnifères, mourir suddenly et fin de l'histoire. Ève a envie de mourir, envie de vomir, envie de dormir, de partir. Les 3 envies de son enfance.
Elle dénoue ses lacets, pose le pied dans le paysage. Cliquettements et postillons. Parfois, le silence se coince, plaqué sur ses dents, comme un appareil orthodontique. Un truc de fou. D'abord, à l'affût du petit truc qui cloche. La méfiance durablement installée, la confiance durablement massacrée. Devant un nouvel homme, guetter ses réactions, mine de rien, lui faire passer des tests, j'enfile une robe, je me maquille, je sors, je laisse une bouteille sur la table, c'est un truc de fou. Je guette les comportements, j'observe les attitudes, un truc de fou, même les bonnes réponses, je me méfie. Et si derrière se planquait la mauvaise réponse? Je cache mon passé, c'est ma faiblesse. Il pourrait s'y engouffrer, j'analyse tout, un truc de fou. Si le couvercle lui résiste, va-t-il s'énerver? Va-t-il se fâcher? Va-t-il être normal? C'est quoi la normalité? C'est où la normalité? Jusqu'où vais-je tolérer? À force de penser « j'ai connu pire », alors comment veux-tu? La confiance, comment veux-tu? Et s'il pose une question, s'il demande « tu étais où ?» C'est peut-être une question gentille, c'est peut-être rien, c'est peut-être juste comme ça, c'est peut-être normal, mais moi, dans cette question, c'est le passé qui ressurgit, l'interrogatoire entier qui déboule, un truc de fou. Pour une nouvelle histoire, j'irai tout doucement, et chacun chez soi. C'est le plancher. Au départ, tout au début de l'histoire, il y eut un petit exil, d'une campagne à l'autre, d'une orée à l'autre. 1930. Joséphine et Alexandre débarquent dans le sud. Ils fuient le nord, chassés par la mésentente constante qui règne autour d'eux, détestés par le voisinage. Jeannot prend son fusil et traverse son domaine. La terre est lourde, elle colle aux pieds. Il congédie tous les ouvriers, tous les étrangers. Il va s'occuper de tout seul, tous les jours. Il arpente son nouveau territoire. On trace la carte. Trajet de jour, trajet de nuit, trajet non précisé, étape de jour, étape de nuit, zone d'errance, bois, relief. La triade entame sa vie sur un charnier bien gras. Cadavre, secret, blessure, pu, mensonge, silence. Joséphine règne sur les esprits, Jeannot sur les terres, Paul sur elle-même. Vous verminez, vous enfoirez, nous allons vous tuer. Jeannot et Paul, les braves, frappent dans leurs mains. Jeannot et Paul entrechoquent leurs armes, canon du fusil contre bêche. Comptent les munitions, cailloux plein les poches. Mettent genoux à terre, chantent leurs psaumes. Paul et Jeannot, guerriers, proclament à l'assaut. Latte, brute, striée d'étroites lignes d'obscurité. Si Jeannot se déplace, obscurité devient lumière. Si Jeannot le veut, bois devient papier. C'est tout noir et marche devant, seule, droite, avance en face, debout. C'est pas toujours dans une ruelle, dans un endroit que tu traverses pour la première fois. C'est aussi juste là, en bas de chez toi, là où tu as grandi et où l'on t'a vu grandir, où ils ont grandi avec toi. Et pendant que tu te transformais en adolescente, ils se sont transformés en bande. Et pendant que je rêvais d'amour, ils m'ont traîné dans la cave, ils m'ont mise à genoux, encerclée. Ils étaient des dizaines pour en finir avec mes rêves, mon enfance, ma virginité.
Le lendemain, plusieurs. Une autre bande. Chaque jour. Tous les jours, sous mes yeux, dans mon corps. Les mêmes chemins, mes pieds aux mêmes endroits. Le décor des viols depuis 15 ans. Sauf quand je ne peux plus sortir tellement d'angoisse. Parfois, souvent, au coin d'un bloc, au bout d'un trottoir, contre un mur, à la caisse du supermarché, au tabac, devant la cave. L'un d'eux. Ses yeux sur moi. Ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe quel jour, avec du soleil, de la pluie, ça peut arriver n'importe quand. À quelques mètres de là, à quelques mètres de moi, il est là, soutenir le regard. Ils sont là, les pères de famille. Je m'assois par terre, étourdie. Naranja. Hablas como si pelaras una naranja, con indiferencia. Tus palabras caen sobre la mesa sin hacer ruido. Oscilan desde tus labios como lámina de madera. Escucho la elegante caída perfumada dentro de tu boca de azúcar. Pronto aparecerá el corazón de tu palabra. L'orange. Tu parles comme si tu épluchais une orange avec indifférence. Tes mots tombent sans bruit sur la table, oscillent de tes lèvres au bois plane. J'écoute la chute élégante parfumée dans ta bouche de sucre. Bientôt apparaîtra le cœur de ta parole. Si vous voulez, on peut prendre un tout petit moment. Vous pouvez vous dire dans votre tête au moins 3 fois « Liberté illimitée pour Anna Hock ». Voilà, moi c'est fait. Dans les documentaires sur Dada, on ne te voit pas. Hock et le silence. Dans la grande étude de Robert Motherwell sur Dada, tu n'apparais pas. Hock est le silence. Dans les archives, on ne te remarque pas. Hock est le silence. Dans les bases de données, on ne te trouve pas. Hock est le silence. Your search for Anna Hock return no result. Dans les encyclopédies, les dictionnaires, les histoires de l'art, les honteuses réductions, 2 points. Oh, Anna Hock, 1889-1978, compagne de Raoul Haussmann, a tricoté, brodé, fait des poupées fragiles. Dortoir du fond. 5e division. 2e section. Couloir sans fin. Jeanne chute. Elle n'a jamais autant marché. Il y a trop devant, il y a tant derrière. On finit par la porter jusqu'au dortoir du fond. Jeanne l'étend. 8 ans. On la pose sur un lit. Une nuée d'enfants s'abat sur Jeanne. 36 jours. Jeanne dans le dortoir. Boule compacte aux yeux écarquillés. Jeanne est perdue. Perdue dans l'immensité du dortoir. Pourquoi pars-tu?
avait-il demandé, et elle, un sourire est-il une réponse? Elle ignorait les recoins du monde. Venue vivre ici, elle ignorait jusqu'au goût de la terre et les immensités des saisons. Il faut corriger tout cela. En bonne posture. Beast. Beast. Bitch. 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 Beach. L'étonnement de la langue